Alors, ce que j'ai déjà introduit, c'est l'entropie. Vous savez que quand vous avez un système isolé, ben, vous pouvez dire que son entropie n'arrête pas d'augmenter. Alors, système isolé, je vous ai déjà expliqué, ça n'existe pas dans la nature peut-être, mais si vous considérez un système assez grand, si vous repoussez les frontières du système, vous pouvez toujours arriver, dans le cas extrême, vous prenez tout l'univers, vous arrivez toujours à quelque chose d'isolé. Donc on peut s'en servir au moins comme principe. Le problème, c'est que appliquer ce critère, l'entropie augmente, ça vous oblige à faire un calcul pour le système qui vous intéresse et puis pour tout le reste de l'univers. Ce qu'on a déjà fait dans un ou deux cas particuliers. Alors, l'idée, c'est de se débarrasser de l'extérieur, d'éviter de faire le calcul pour la variation d'entropie du reste de l'univers, se concentrer uniquement sur le système qui nous intéresse, mais bien sûr, ça peut marcher que dans certaines conditions. Donc, dans ces conditions-là, qui sont quand même assez courantes dans les machines thermiques, par exemple, quand on travaille à pression constante, pression atmosphérique, quand on travaille avec un thermostat, donc température finale égale température initiale, égale température du système, eh bien, dans ce cas-là, on va voir qu'on peut écrire les choses un peu plus simplement, de manière un peu plus utile que directement en appliquant cette croissance de l'entropie. Alors pour un système qui est non isolé, bon, eh bien, on va dire que la variation d'entropie totale de l'univers, qui elle est forcément positive, c'est quoi? Comme l'entropie c'est une fonction d'état extensive, ben, c'est la variation d'entropie du système lui-même plus la variation d'entropie de l'extérieur. Ah. Donc si on n'utilisait que l'entropie, comme je viens de dire, il faudrait forcément, ça nous amènerait à calculer la valeur de la variation d'entropie du système extérieur. Voilà, donc c'est un petit peu une contrainte. Donc je vous dis, toutefois, pour certaines transformations, on peut s'en débarrasser. Pour certaines transformations, on peut trouver des grandeurs qui ne dépendent que du système et qui vont jouer le rôle de l'entropie. Qui sont donc fonctions d'état du système. Et qui vont jouer un rôle analogue. Alors, de manière générale, on les appelle les potentiels thermodynamiques. Pourquoi? Parce que on fait en fait une analogie avec la mécanique. Si je lâche un bout de craie, eh bien, ce bout de craie, son énergie potentielle va diminuer jusqu'à ce qu'elle arrive au sol. Et donc, elle ne pourra pas diminuer encore plus son énergie potentielle. Donc, de manière générale, quand vous avez des frottements, ben, les systèmes, ils vont se retrouver, le système mécanique simple, il se retrouve au fond de ce qu'on appelle un puits d'énergie potentielle. Hein. Donc voilà un petit dessin pour comprendre ce que je veux dire. Vous laissez tomber une bille ici, dans un trou. Si vous avez voilà, l'axe Z, la verticale, eh bien l'énergie potentielle de la bille va finir par diminuer. Alors bien sûr, comme il va y avoir des frottements, donc, il va y avoir des petites oscillations d'abord, mais avec les frottements, la bille elle va bien se retrouver, se stabiliser au fond. Et donc son énergie potentielle sera arrivé à un minimum. Voilà. Et donc, bon, ça donne le sens, ce principe-là, ça donne le sens d'évolution du système. On lâche la bille à une certaine hauteur, donc à une grande énergie potentielle, son énergie potentielle va diminuer jusqu'à ce qu'elle atteigne un minimum. Eh bien, on aimerait bien trouver la même chose en thermodynamique. Hein. Donc, l'équivalent, ce qu'on appelle les potentiels thermodynamiques. Donc, ce sont ces grandeurs que je suis en train d'introduire. On peut trouver des grandeurs qui sont fonction d'état du système et qui vont décroître comme l'énergie potentielle, donc qui décroissent au cours de la transformation. Et qui décroissent
au cours de la transformation. Donc, pour un système isolé, finalement, ce qui pourrait jouer exactement le rôle de l'énergie potentielle en mécanique, vous voyez, ce serait l'opposé de l'entropie, puisqu'on vient de voir précédemment que l'entropie ne peut qu'augmenter pour un système isolé. C'est exactement l'inverse de ce qui se passe pour l'énergie potentielle. Donc, dans certains livres, on vous introduit même le terme, je ne vais pas le faire moi, de négantropie. Bon, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu redondant, hein, c'est un petit peu la même chose que l'entropie. Donc, si on pose ça, on peut prendre même d'autres notations pour ça, pour éviter le signe moins. Hein, donc, il y a certains livres qui posent une nouvelle variable qui vaut moins S et qui disent, tiens, vraiment, c'est l'analogie parfaite avec un système comme ça. Ici, l'énergie potentielle de pesanteur ne peut que diminuer. Ben, la négantropie, c'est pareil, pour un système isolé, elle ne peut que diminuer. Bon, alors c'est finalement assez peu pratique à utiliser. Donc, on va introduire tout de suite deux autres variables d'état qu'on va noter F et G, hein, qui seront donc très utilisées en chimie. C'est donc l'énergie libre et l'enthalpie libre. Vous avez commencé la thermochimie un petit peu? Oui. Donc, je pense que ça va arriver assez vite et on vous réexpliquera certainement dans d'autres termes ces fonctions-là. Vous allez voir, c'est assez utile. Alors, donc, je disais, ça ne sera utile que dans certaines conditions relativement simples. Donc, première condition, on va considérer souvent que le système est en contact avec un thermostat qui impose sa température donc, à ce système, au moins au début et à la fin de la transformation. Ça suffira à ce que les équations soient simples. Donc, c'est le premier cas de figure et j'introduis du coup grand A, énergie libre, qu'on note grand F. Voilà, donc mon hypothèse, c'est que le système est en contact avec un thermostat. On peut le dire autrement, en thermodynamique, on dit que c'est une transformation monotherme qu'on va considérer. Donc hypothèse, la transformation, je vais mettre transfo à chaque fois, transformation monotherme. Donc ce n'est pas forcément isotherme, même si c'est un cas assez courant. Transformation monotherme, on va considérer qu'au moins au début et à la fin de la transformation, on est à la même température, c'est la température du thermostat. Donc la température du thermostat, je vais noter T0. Bon, pour l'instant, comme le seul critère dont on dispose, c'est le critère qui porte sur l'entropie d'un système isolé, ben, je vais appliquer encore une fois ce critère-là. Donc je considère le système qui m'intéresse, donc par exemple pour une machine à vapeur, souvent, alors quand je dis machine à vapeur, ça fait plusieurs fois que je dis ça, il faudrait peut-être, même si je n'ai pas encore attaqué ce cours-là, il faudrait peut-être que je précise, aujourd'hui les machines à vapeur du genre machine de Watt, elles existent quasiment plus. Hein. Mais machine à vapeur, aujourd'hui, ça a eu des développements qui sont tout à fait d'actualité, hein, qui reposent sur le même principe. Prenez une centrale nucléaire, aujourd'hui, on peut considérer que c'est une machine à vapeur. Parce que il y a le mot nucléaire dedans, mais qu'est-ce que ça veut dire simplement? Ça veut dire qu'au lieu de chauffer de l'eau avec du charbon ou du bois, vous allez chauffer de l'eau avec des réactions nucléaires qui vont bombarder leur environnement de neutrons. Donc ce sont les neutrons qui vont venir chauffer l'eau à la place de la réaction chimique de combustion. Mais à quoi il sert derrière ce chauffage d'eau? Il sert à produire de la vapeur. Et on va envoyer cette vapeur sous haute pression dans des turbines. Et puis après, bah, tout le reste du fonctionnement de la centrale thermique est le même, que ce soit une centrale nucléaire ou une centrale à charbon, une centrale à gaz, etc. Hein. Donc quand je parle de machine à vapeur, c'est de tout ça que je parle. Donc en tout cas, à chaque fois qu'on va modéliser ces machines à vapeur, eh bien, le fluide qui va nous intéresser, le système, ce qu'on va prendre comme système, c'est la vapeur en l'occurrence. Alors, ce n'est pas forcément d'ailleurs de la vapeur d'eau. On pourrait, dans certaines centrales, par exemple certaines centrales nucléaires, ce n'est pas de la vapeur. Il y a d'autres fluides qui sont utilisés. Donc, voilà, c'est ce que je note là, sigma, c'est en général un fluide qui est utilisé, qui reçoit du travail et qui échange de la chaleur aussi avec l'extérieur. Donc, ça, un système qui échange de la chaleur avec une source de chaleur. Donc, par exemple, dans la centrale nucléaire, bah, c'est le cœur du réacteur avec les barres de combustible d'oxyde d'uranium. Là. Donc, voilà, source de chaleur. Donc, le système reçoit de la chaleur de la part du combustible ou de la source de chaleur et reçoit
du travail de la part d'une source de travail. Voilà. Donc modélisation un peu théorique, mais du coup qui s'applique un peu à tout. Hein. Voilà. Alors je vais écrire que l'ensemble, je peux le considérer comme un système isolé. Donc sigma total isolé. Et je vais dire que la variation d'entropie de ce système global ne peut être que positive. Comme c'est une fonction d'état extensive, c'est pareil que la variation d'entropie de la source de travail, à laquelle on ajoute la variation d'entropie du système, bon, sigma, et même chose pour la source de chaleur. Voilà, c'est ça qui doit être positif ou nul. Alors, je vous l'ai dit plusieurs fois, le source de travail, ça veut dire que c'est un système mécanique, hein, c'est par exemple une turbine qui se met en rotation. Il y a, on va supposer qu'il n'y a pas de frottement, pas de dissipation d'énergie au niveau de ce système mécanique. Hein, et sinon, ben, on verrait comment on se débrouille en pratique pour tenir compte de ces petits défauts en décomposant ce système mécanique en deux. Une partie idéale qui n'échange que du travail, puis une autre partie qui échange de la chaleur. Bref, si c'est vraiment une source mécanique, il n'y a pas de phénomène dissipatif, pas de variation d'entropie. Ici, 0. Alors, la variation d'entropie du système, bah, je vais l'appeler sigma final moins sigma initial. Pardon, c'est pas sigma, c'est S, l'entropie. S final moins S initial. Et puis, la variation d'entropie de la source de chaleur, je vous rappelle que c'est toujours, c'est le cas le plus simple, vous avez juste à diviser la chaleur reçue par la source de chaleur par la température de cette source de chaleur. Alors ici, si je dis que la quantité de chaleur reçue par le système c'est Q, ça veut dire que c'est aussi la quantité de chaleur perdue par la source de chaleur. Donc ce qu'elle reçoit, la source de chaleur, c'est moins Q. Et sa température, c'est une source de chaleur idéale, ce que je suppose, hein, thermostat, eh bien c'est T0. Voilà, c'est ça qui doit être positif. Bon, je peux isoler la chaleur, ici, ça fait Q inférieur à T0 fois la différence S final moins S initial. Alors, en fait, ce qui va nous intéresser quand on va étudier les machines thermiques, les machines à vapeur, ce n'est pas tellement la chaleur, c'est le travail. Alors, là, j'ai obtenu une expression, une inégalité pour la chaleur. C'est facile de la transformer en inégalité pour le travail. Alors, pour ça, vous avez, je vais appliquer le premier principe. J'écris que la variation d'énergie interne, c'est le travail plus la chaleur reçue. Alors, petite remarque, parce qu'il y en a plusieurs encore qui m'ont posé la question récemment. Voilà, ici, pourquoi est-ce qu'on écrit un delta ici? Parce que delta, c'est la lettre grecque pour différence. Différence de quoi? De U dans l'état final moins U dans l'état initial. Et c'est bien défini, U est bien défini dans l'état initial et dans l'état final, puisque c'est une fonction d'état. Et comme au contraire, W, le travail, et Q, la chaleur, ne sont pas des fonctions d'état. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les livres de thermo, on n'écrit plus le delta. Voilà. Alors, ce n'est pas une catastrophe si vous écrivez un delta W ou delta Q. C'est un petit peu conventionnel quand même tout ça. Et il y a 30 ans ou 40 ans, dans les livres, on écrivait delta W, delta Q. Hein, donc je ne vais pas vous enlever des points, faites pas des cauchemars pour ces trucs-là. C'est juste que je vous explique pourquoi moi j'écris ça comme ça. Et ce n'est pas que moi, ce sont les recommandations du programme hein, qui m'imposent d'écrire les choses, les transferts de chaleur et de travail comme ça. On parle de transfert de chaleur et de travail, mais pas de variation de la chaleur ou variation du travail, parce que la chaleur dans l'état final n'est pas définie. Le travail n'est pas défini. Depuis l'expérience de Joule, on sait ça. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, la version aussi, la version infinitésimale de ça. Et vous me dites si ça vous bloque encore. Hein. Là, je ne m'en sers pas, mais bon, la version infinitésimale, c'est du égale
Et là, on met quand même un delta W et un delta Q. Alors pourquoi on met un petit delta? Parce qu'il faut bien dire quand même qu'on a quelque chose d'infinitésimal. Mais ce delta, là, il représente petit transfert de travail, petit transfert de chaleur. Voilà, donc voilà, si vous voulez, le petit d qui est réservé à une fonction d'état va avec un petit delta. Et quand on a des variations macroscopiques, ça c'est infinitésimal, c'est mathématique si vous voulez, quand on a des variations macroscopiques, on utilise delta pour la fonction d'état et rien pour les autres termes. Voilà, est-ce que ça bloque encore pour certains ça? Ceci dit, je vous le dis d'emblée, si vous mettez des deltas là où il n'y en avait pas, bon, ça marchera. Du moment que vous avez des notations qui restent cohérentes quand même, il faut qu'on puisse bien comprendre ce que vous avez fait comme calcul ensuite. Alors, voilà, donc finalement, moi, ce que je disais, ce qui m'intéresse, c'est le travail. Donc, vous avez, en isolant ici le travail, vous avez W égale variation d'énergie interne moins Q. Alors, pour pouvoir m'en servir, si vous voulez, on fait en 2 étapes. Ici, j'ai Q inférieur à quelque chose. Donc, c'est pareil, je vous rappelle, quand on multiplie par moins 1, il faut faire attention au signe de l'inégalité qui change. Donc, ça fait moins Q supérieur à moins T0, facteur de SF moins SI. Voilà, maintenant je peux m'en servir. Ça nous fait donc le travail qui est égal à ça, qui doit être donc supérieur à delta U moins T0, facteur de SF moins SI. Alors j'ai écrit jusque-là delta U pour abréger, mais en fait delta U, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire variation d'énergie interne, donc c'est UF moins UI. Alors le UF, je vais tout de suite le regrouper, parce que ça a l'air d'aller un peu ensemble, les F ensemble, état final. Tout ce qui caractérise l'état final, je le mets ensemble, donc ça fait UF moins T0 SF moins UI moins T0 SI. Voilà, donc on voit qu'il y a une différence de 2 termes qui s'écrivent un petit peu pareil. Alors, est-ce qu'on peut dire que chaque terme, là, est une fonction d'état du système sigma? Pour revoir la définition, finalement. Est-ce que je peux baptiser ça fonction d'état du système sigma? Oui. Alors, on connaît T0, c'est vrai, on connaît la température, mais est-ce que j'ai imposé et si j'en ai pas parlé, il faut que j'en parle maintenant, est-ce que j'ai imposé au système d'avoir toujours la température T0? Non. Donc, attention, tant que le système n'est pas dans l'état initial ou dans l'état final, on n'a pas encore supposé que le système était en équilibre thermique avec l'extérieur, avec son thermostat. Et donc, on ne sait pas si la température de ce système vaut effectivement la température du thermostat pendant la transformation. Alors, c'est vrai que pour faire des calculs, il y a plein de cas utiles où on va se placer dans un état d'équilibre. Équilibre initial, équilibre final. Et dans ce cas, la température du système, T, ça sera aussi la température du thermostat T0. Mais disons, jusque-là, pour être précis, jusque-là, ce n'est pas vraiment encore une fonction d'état. Alors, on lui donne quand même un nom, parce que vous voyez qu'on a la même chose dans l'état final, dans l'état initial, même expression. Et donc ça, on baptise ça en général avec la lettre F étoile. Le F, on va le laisser pour une fonction d'état du système. Bon, et ce F étoile dans l'état final, c'est ce qu'on va appeler un potentiel thermodynamique. Je vais le justifier juste après. Moins F étoile dans l'état initial. Voilà, en posant, bien sûr, F étoile égale égale U moins T0, température du thermostat, fois S. Donc, avec, par définition, ce F étoile égale U moins T0 S. Voilà, donc, ça, je le définis, U moins T0S, à n'importe quel instant, même si je ne suis pas dans l'état initial ni dans l'état initial, ni dans l'état final. Donc, quand je suis dans un état intermédiaire
dans lequel j'ai aucune raison de penser a priori que la température du système, c'est aussi la température du thermostat, eh bien, ce terme-là, U-T0S, ce n'est pas vraiment une fonction d'état du système, c'est une fonction qui dépend aussi de la température du système extérieur, ce dont je veux me débarrasser. Donc, si par contre, on se restreint à des calculs de variation entre l'état initial d'équilibre avec le thermostat et l'état final d'équilibre aussi avec le thermostat, eh bien, la température du thermostat, c'est aussi, dans ces deux états, instant initial et instant final, c'est aussi la température du système, c'est ce qui définit les transformations monothermes, et dans ce cas-là, ce sera tout simple. J'ai mis voilà, U moins T0S, on pourra utiliser F égale U moins TS. Hein, donc, je rappelle, transformation monotherme, si la transformation est bien monotherme, eh bien, dans l'état initial et l'état final, donc dans les états I et F, on a T égale T0, température du thermostat. Et donc, on peut dire que finalement, le travail doit être supérieur à F dans l'état final moins F dans l'état initial avec F égale, cette fois, une vraie fonction de l'état du système sigma, U moins TS, tout simplement. Puisque dans ces deux cas, la température du système s'identifie avec la température du thermostat. Voilà, on ne va pas tellement utiliser en fait en pratique ce potentiel thermodynamique, mais il intervient très souvent en chimie. Alors j'introduis quand même la notation. Voilà, alors qu'est-ce que ça veut dire cette inégalité? Ça veut dire que pour passer d'un certain état initial I à un certain état final F, il va falloir apporter un travail supérieur à une certaine quantité. Oui. Alors du coup, là, ce n'est pas un F étoile, parce que si la transformation est effectivement une transformation monotherme, et si je ne m'intéresse qu'aux états d'équilibre avec le thermostat, donc si je suppose que l'état initial et l'état final sont à la température du thermostat, je peux dire que T, c'est pareil que T0. Et donc, ici, je peux utiliser cette expression-là, et ça, c'est bien une fonction d'état, cette fois. Hein. Voilà, c'est la seule petite subtilité. Ici, ce n'est pas vraiment une fonction d'état parce qu'à un instant quelconque, la température du système, ce n'est pas forcément celle du thermostat. Ici, si. Donc, ici, ça, c'est F est une fonction d'état. Voilà. Fonction d'état du système, donc elle a aussi toutes les propriétés mathématiques des fonctions d'état. C'est ce dont on peut se servir, par exemple, si vous avez suivi un petit peu ce que j'ai fait sur les différentiels croisés avec U et S, on peut faire la même chose avec F et ça peut apporter certaines informations. De manière beaucoup plus élégante, beaucoup plus rapide que sans cette fonction-là. Alors, cas particulier, donc si W est égal à 0, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'échange de travail, en fait, ça veut dire que on peut dire 0 supérieur à F final moins F initial, ou F final inférieur à F initial. Voilà, ça veut dire que s'il n'y a pas de travail échangé, finalement, cette fonction F, qui s'appelle l'énergie libre, au fait, j'ai oublié de vous le dire, c'est quand même important, F est une fonction d'état qu'on appelle énergie libre, appelée énergie libre. Voilà. D'ailleurs, le F, ça vient de l'anglais. Vous devinez pourquoi? Énergie libre. Donc, voilà un cas particulier. F diminue s'il n'y a pas d'échange de travail. Bon, autre cas particulier, si W est négatif. W négatif, je vous rappelle, W positif, il faut toujours bien se souvenir en thermo, W positif, ça veut dire que le système, ce qu'on a défini comme système au départ, donc en général pour une machine thermique, c'est le fluide qui va échanger le travail de la chaleur,
si le W est positif, le système reçoit effectivement du travail. W négatif, c'est-à-dire qu'en fait, c'est lui qui fournit du travail à l'extérieur. Hein. Donc là, c'est ce qui va nous intéresser pour les moteurs. W inférieur à 0, ça veut dire qu'on a affaire à quelque chose qui pourrait servir en tout cas comme moteur. Bon, qu'est-ce que ça nous donne? Ben, au lieu de faire apparaître W ici, je fais apparaître moins W. On a moins W qui est inférieur à moins F final moins F initial, c'est-à-dire le travail fourni à l'extérieur, il est inférieur à F initial moins F final. Donc, si on veut représenter les choses graphiquement, voilà un axe qui représente l'énergie libre, F. Eh bien, voilà, je représente F dans l'état initial, F dans l'état final. Donc, j'ai bien un moteur si moins W peut être positif. Donc, il faut que cette différence soit positive, c'est-à-dire que j'ai une énergie libre dans l'état initial qui soit supérieure à l'énergie libre dans l'état final, pour que je puisse espérer faire un moteur avec ça. Donc, si vous voulez, cette inéquation, elle dit qu'au maximum, le travail qu'on peut récupérer avec ce système, quoi qu'on fasse, hein, on n'a pas encore imaginé de transformation, mais de toute façon, on ne peut pas espérer tirer plus de travail du système que cette valeur-là qui est bien définie une fois pour toutes, parce que c'est une fonction d'état. Vous pouvez la calculer dans l'état initial, vous pouvez la calculer dans l'état final. Si vous savez à quoi ressemble le fluide au début et à la fin, bah vous savez que vous n'allez pas pouvoir récupérer, aussi inventif que vous soyez, plus d'énergie que ça. Donc cette expression, elle dit que le travail maximum qu'on peut récupérer, c'est la diminution, c'est égal à la diminution d'énergie libre. Voilà, si l'énergie libre diminue de cette quantité-là, eh bien, cette quantité-là, ça représente le travail maximum, si vous voulez, je vais le mettre W max, le travail maximum que vous allez pouvoir retirer du système. Voilà, alors petite interprétation de ces grandeurs un petit peu abstraites. Donc j'ai un système, mettons, comme ça, et je voudrais pouvoir tirer du travail de ce système. Donc je sais, par analogie avec la mécanique, que si je veux tirer du travail du système, voilà, le travail, je le note comme dans l'expérience de Joule, hein, pour le visualiser. Joule, hein, le travail qu'il fournissait, lui, au système. Que mon système fournisse du travail à l'extérieur. Bon, fournir le travail, ça consisterait, par exemple, à monter un poids. Hein, donc, ça correspond à un certain travail. Bon, je sais pour ça, par analogie avec la mécanique, qu'il va falloir que l'énergie du système diminue. Alors on pourrait se dire, puisque l'énergie du système, on connaît, c'est l'énergie interne. C'est la seule énergie, je vous rappelle, qui a une signification microscopique, physique, d'énergie. Hein. Les autres sont juste des variables utiles. Eh bien, je sais que l'énergie du système va varier, hein, mettons, de delta U. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que je vais pouvoir utiliser toute cette variation d'énergie interne? L'énergie interne baisse d'une certaine quantité. Est-ce que je vais pouvoir transformer toute cette diminution d'énergie interne en travail? Eh bien, ce que nous dit l'énergie libre, c'est ça dépend. Ça dépend de quoi? Ben, ça dépend du deuxième terme. Vous voyez qu'il n'y a pas que U dans ce terme d'énergie libre. Énergie libre, vous voyez, qu'est-ce que ça? Une autre façon d'expliquer le terme énergie libre, c'est ça, l'énergie libre. C'est ce qui est disponible au maximum pour le transformer en travail. Donc vous voyez que c'est pas cette variation d'énergie libre, ce n'est pas juste la variation de U. Il y a un terme avec T et S. Et c'est ça que je voudrais vous expliquer un petit peu avec le schéma qui est à droite. C'est un truc qui n'est pas intuitif. Hein. On a de l'énergie ici. Et on pourrait se dire, a priori, ben, ok, je diminue l'énergie du système d'une certaine quantité, je vais utiliser cette énergie que j'ai prise au système, je vais l'utiliser entièrement pour faire du travail. Bon, ben, il y a un problème, le problème il vient en fait du second principe, c'est l'entropie de l'univers doit augmenter. L'univers c'est un système isolé, le désordre global de l'univers doit augmenter. Donc ça c'est une contrainte qui peut être très forte en fonction de ce qui se passe dans le système. Alors, si par exemple, imaginez l'entropie du système diminue, c'est-à-dire voilà, le delta S du système.
C'est-à-dire qu'en faisant cette transformation, il se trouve que dans un cas, on augmente l'ordre du système. Il veut bien, l'univers, que ça se passe comme ça, mais à une condition, c'est qu'on crée au moins autant de désordre à l'extérieur. Il faut que la variation totale d'entropie de l'univers soit positive. Donc, à l'extérieur, voilà, il va falloir que je crée une augmentation, que j'augmente l'entropie. Donc, delta S extérieur doit être plus grand que le delta S, la diminution d'entropie du système lui-même. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire que l'entropie de l'extérieur augmente? Ben, si vous savez que pour une transformation réversible, vous avez Q égale T delta S, ça veut dire qu'ici, le système a obligatoirement fourni de la chaleur à l'extérieur. Donc, ici, cette augmentation d'entropie de l'univers correspond forcément à un transfert de chaleur du système vers l'extérieur. Et c'est là qu'on voit qu'on ne peut pas utiliser toute l'énergie interne du système, toute sa diminution, parce qu'en fait, cette énergie interne, où est-ce qu'elle est partie? Ben, pas entièrement en travail, elle n'a pas été transformée entièrement en travail. Il y a une partie, inévitablement, qui est perdue sous forme de chaleur, sous forme de transfert de chaleur vers l'extérieur. Voilà. Donc ça résulte bien du second principe. Et donc ça fait bien apparaître à la fois l'énergie interne et le terme T delta S, qui correspond à cette quantité de chaleur. Donc voilà en 2 mots l'aspect physique qui est derrière cette fonction d'énergie libre. Donc énergie libre d'être utilisée pour faire du travail. Alors, je vous réponds, je vais juste la remarque inverse, je ne vais peut-être pas faire changer le schéma, mais imaginez la situation inverse, ça peut arriver. Si l'entropie du système augmente au lieu de diminuer, ben là au contraire, vous pourrez avoir une entrée de chaleur depuis l'extérieur, et cette entrée de chaleur, elle va venir s'ajouter à l'énergie interne que vous allez pouvoir utiliser. Donc dans ce cas-là, vous allez pouvoir, donc je répète, si la variation d'entropie est positive, c'est-à-dire si le désordre augmente dans le système, vous allez pouvoir récupérer plus de travail que le delta U que vous avez consommé. Donc vous pouvez récupérer éventuellement plus dans le cas où vous créez du désordre dans le système lui-même. Alors, donc ça c'est, bon, on retiendra le résultat, vous devez connaître la définition aussi de l'énergie libre. Et puis en TD, on fera 1 ou 2 exercices là-dessus, mais ça sera en fait plutôt utile quand on va faire quand on va traiter les machines thermiques, donc en deuxième partie, et aussi en chimie, et aussi également donc, quand on va traiter des transitions de phase en deuxième partie, puisque les machines thermiques souvent utilisent, alors les transitions de phase, c'est un mot un peu compliqué, c'est le changement d'état, changement physique, liquide, vapeur, solide. Donc en tout cas la transformation liquide-vapeur est très utilisée dans les machines thermiques. Donc quand on va commencer ce cours sur les machines thermiques, la première chose qu'on va faire, c'est étudier les changements d'état. Donc ce genre de fonction d'état sera utile aussi à ce moment-là, donc dès le début du cours suivant. Alors, si on se place, si on se met à la place d'un ingénieur, souvent, ce qui est utile d'ailleurs dans le travail, ce n'est pas tellement le terme de travail des forces de pression, c'est la partie travail utile, donc le reste des formes de travail par échange avec un système mécanique en rotation par exemple. Donc on peut aussi introduire une autre variable d'état qui s'appelle G, cette fois qui s'appelle enthalpie libre, c'est son nom, et qui permet de mettre en évidence le travail dit utile au lieu de tout le travail. Là, quand je dis W, c'est y compris le travail des forces de pression. Voilà, donc c'est le nouveau paragraphe. Et c'est quelque chose qui va être très utile aussi en chimie. G, c'est enthalpie libre. Je pense que vous n'êtes pas encore là en chimie, mais vous allez voir que vous avez passé un certain temps à détailler l'expression de cette fonction-là et détailler ces variations quand on a affaire à une réaction chimique. C'est une fonction qui va être très reliée à ce qu'on appelle le potentiel chimique d'ailleurs. Alors c'est grand B, enthalpie libre. Voilà, je repars de l'inégalité qu'on avait tout à l'heure. Et donc mon idée c'est que je voudrais isoler
le travail utile du travail des forces de pression. Alors, ça va être intéressant quand le calcul, bien sûr, sera simple à effectuer. Sinon, cas général, il va falloir que j'écrive que la variation de l'entropie est positive. Donc, je vais me placer dans ce cas-là, en plus, je vais supposer que la pression dans l'état initial, c'est la même que la pression dans l'état final. Alors ça s'appelle comment? Juste pour réviser un petit peu, quand on sait que la pression du système, c'est la même dans l'état final et dans l'état initial, et c'est la même que la pression extérieure, c'est monobar. Hein, voilà. Donc, bon, il faut que vous connaissiez le vocabulaire au cas où, dans un exercice, on vous dise, tiens, on a une transformation qui est monobar, si ça commence comme ça, ce serait dommage de ne pas savoir ce que ça veut dire. On considère maintenant des transformations monothermes et monobar. Donc, ça veut dire que la pression dans l'état final, c'est la pression dans l'état initial, et c'est la pression que je note sur mon P0, non, P extérieur. Alors, dans ce cas-là, dans le travail, vous avez, entre autres, vous avez le travail des forces de pression. Alors, je l'explicite. Le travail des forces de pression, qu'est-ce que c'est? C'est en général moins somme de P extérieur dV. Bon, la pression extérieure étant supposée constante, je peux dire que c'est moins P extérieur fois volume final moins volume initial. Hein, le P extérieur est supposé constant. Donc, je reprends l'inégalité sur le travail en lien avec l'énergie libre. Et dedans, je dissocie deux sortes de travaux. Je vais dire que le travail, c'est le travail dit utile et le travail des forces de pression. Voilà. Donc, c'est le travail utile. Je vais noter WU comme utile. Et puis le travail des forces de pression, je viens de dire, dans ce cas-là, c'est moins P extérieur fois V final moins V initial. Voilà, et c'est tout ça qui doit être supérieur à la variation de F. Donc j'ai W utile moins P extérieur VF moins VI qui doit être supérieur à F dans l'état final moins F dans l'état initial. Alors comme tout à l'heure, l'idée c'est de regrouper ce qui va ensemble, hein, tout ce qui est état final, tout ce qui est état initial. Donc le travail utile, il doit être supérieur à F dans l'état final plus P extérieur volume final moins la même chose dans l'état initial. F état initial plus P extérieur fois volume initial. Voilà, alors de la même façon que tout à l'heure, je reconnais une différence entre deux termes qui s'écrivent un petit peu de la même façon. Donc je vais introduire pour l'occasion une nouvelle variable. Ici, ce n'est pas encore une fonction d'état puisque ça fait intervenir dans le cas général la pression extérieure. C'est noté en général G étoile, donc dans l'état final. Et puis pareil ici, dans l'état initial, hein, par définition. Bon, si maintenant, et c'est ce qu'on va faire à chaque fois en pratique, hein, si je m'intéresse à des états d'équilibre du système avec l'extérieur, donc entre deux états d'équilibre avec l'extérieur, j'aurai, comme je l'ai écrit, la pression initiale égale pression finale égale pression extérieure. Donc ce pression extérieure, ça sera aussi à chaque fois la pression du système au même instant. Donc je vais pouvoir écrire dans ce cas-là que le travail utile est supérieur à F plus PV dans l'état final, moins F plus PV dans l'état initial. Et donc là, bien sûr, on a envie de d'écrire, je vais introduire que cette fonction d'état, cette fois, F est une fonction d'état, P et V sont aussi des fonctions d'état, donc F plus PV, c'est aussi une fonction d'état. Donc ça, je le baptise G, c'est une fonction d'état, donc qu'on appelle enthalpie libre, et là elle est exprimée dans l'état final. Enthalpie libre
dans l'état final. Voilà. Bon, je vous rappelle, étymologiquement, enthalpie, ça signifie la chaleur contenue dans. Bon, il ne faut pas forcément lui attacher un sens aussi précis que ça. Hein, chaleur, peut-être un petit peu vague là. En tout cas, donc, ça vous donne le sens, moi je dirais, qu'on voit le plus directement hein, pour cette fonction d'état. Si vous ne voyez pas, alors je le redis, hein, c'est le travail utile. Ce que je viens de démontrer, c'est que le travail utile est supérieur à la différence de F plus PV dans l'état final, moins F plus PV dans l'état initial. Et à chaque fois, le bloc F plus PV, je le baptise G. C'est donc G dans l'état final, moins G dans l'état initial. Et ce G, par définition, c'est ce qu'on appelle l'enthalpie libre. Donc c'est ce G, je vais le réécrire quand même, G, donc c'est une fonction d'état pour le coup. Hein, parce que F plus F et PV sont toutes les trois des fonctions d'état. Alors, F, P et V sont des fonctions d'état. Donc G égale par définition F plus PV est aussi une fonction d'état. Avec comme conséquence qu'on peut écrire toutes les relations différentielles que j'ai utilisées la semaine dernière, et puis enfin, tout ce qu'on a dit avant sur les propriétés des fonctions d'état. Alors pareil, cas particulier, le cas où il n'y a pas d'échange de travail autre que celui des forces de pression. Donc si le terme W utile est égal à 0, alors je vais pouvoir dire que donc 0 supérieur à G dans l'état final moins G dans l'état initial, c'est-à-dire que G diminue, et donc bon, G diminue. Voilà, donc ça c'est le sens de potentiel thermodynamique pour associé à cette variable. Hein. Et puis si le travail utile est négatif, c'est-à-dire si on peut s'en servir pour faire avancer un système mécanique, oui. C'est quoi le travail utile? Alors c'est tout ce qui n'est pas le travail des forces de pression. Le travail reçu par le système, il peut être reçu parce qu'il y a du gaz qu'on fait rentrer, on pousse du gaz en faisant rentrer, ça apporte du travail. Hein, on pousse un piston, par exemple, il y a un piston qui vient écraser le système, tout simplement c'est un gaz contenu dans un piston. C'est le système le plus simple qu'on puisse imaginer avec un gaz. Donc c'est pour ça qu'on le fait beaucoup en exercice. Donc on écrase ce gaz, il reçoit du travail. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le travail des forces de pression. Mais si vous mettez prenez un système un petit peu plus original, au contact du gaz, vous mettez une sorte de ventilateur ou une turbine. Vous faites avancer du gaz. Eh bien, le gaz, il va pouvoir par exemple pousser, c'est le cas des centrales nucléaires, le gaz, la vapeur d'eau, qui va se comporter grosso modo comme un gaz, va faire avancer, va mettre en rotation la turbine. Donc il va y avoir un échange de travail entre le fluide, le gaz, et la turbine. Et ça, c'est ce qu'on va appeler le travail utile. On peut aussi échanger du travail d'autres façons. Hein. Par exemple, vous verrez en électricité, je ne sais pas si vous avez... oui, vous avez déjà fait les condensateurs, par exemple. On peut échanger de l'énergie avec un système autrement que par les forces de pression ou par un système mécanique qu'on met dedans. Hein. Il y a une énergie électrique, une énergie magnétique hein, qu'on peut faire varier, par exemple. Alors, voilà, donc j'en étais à dire ça. Dans le cas général, donc si si on veut que ce soit utile pour mettre en mouvement une turbine, par exemple, c'est-à-dire que ce travail utile doit être négatif. Hein. Donc si WU inférieur à 0, donc W inférieur à 0, donc ça nous fait, alors, moins W utile, je reprends cette expression, moins W utile doit être inférieur à moins donc G final moins G initial. C'est-à-dire ce travail utile fourni à l'extérieur, il est borné par G dans l'état initial moins G dans l'état final. Donc là, on peut faire un petit graphique analogue à celui que j'ai fait avec l'énergie libre. Voilà. Si je représente l'énergie libre du système, si l'enthalpie libre, est-ce que j'ai écrit que c'était l'enthalpie libre juste dans le titre? Ça, c'est une fonction d'état, excusez-moi, je le rajoute maintenant, appelée enthalpie libre.
Voilà. G, c'est donc l'enthalpie libre. Il faudra connaître ce terme. Hein. Et c'est peut-être la fonction que vous utiliserez le plus en thermochimie à partir du moment où on vous aura expliqué le potentiel chimique et l'avancement. Hein. Je ne sais pas si vous êtes l'avancement, oui, mais peut-être pas encore le potentiel chimique. Donc, ce que je disais, c'est que si il y a une diminution d'enthalpie libre, eh qu'est-ce qu'elle dit, cette inégalité? Elle dit que le travail utile, c'est-à-dire tout ce qui est en dehors des forces de pression qui ne nous intéressent pas, hein, peut-être, tout ce travail utile, il est borné par la diminution d'enthalpie libre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas récupérer, dans ces conditions-là, hein, quand on a donc un système, une transformation qui est monotherme et monobar, donc pression finale, pression initiale, c'est la même chose, c'est la pression extérieure. Température finale, température initiale, c'est la température extérieure. Donc dans ces conditions-là, on ne peut pas extraire du système plus d'énergie, enfin plus de travail utile que ça. Donc voilà, ça c'est le, si vous voulez, c'est le W utile maximum. On ne pourra pas mettre en mouvement un système mécanique en contact avec le système, on ne pourra pas lui transférer à ce système mécanique plus d'énergie que ça. Voilà. Et quelle que soit la transformation. Donc on peut essayer de se demander comment réaliser la meilleure transformation possible, mais on a déjà une borne pour cette énergie. On ne pourra pas dépasser cette variation-là. Voilà. Donc c'est vraiment l'analogue de ce que j'ai dit pour F, simplement. Donc il faut se rappeler qu'il y a des conditions. Hein, on vient de montrer que on a quelque chose de plus simple à mettre en œuvre, des calculs plus simples à faire qu'avec l'entropie, mais ça concerne des conditions extérieures particulières. Pour F, il s'agissait au moins d'avoir une transformation monotherme, donc système en contact avec un thermostat et en équilibre avec le thermostat au début et à la fin. Et pour G, là c'est encore un peu plus précis. Pour G, on s'intéresse au travail utile, du moins en physique, et dans ce cas-là, il faut en plus que la pression du système soit dans l'état initial et dans l'état final égale à la pression du système extérieur. Alors, je viens de dire que ce sont des variables d'état, donc il y a une autre façon d'utiliser cette propriété-là en lien avec les différentiels. Donc c'est ce que j'ai appelé petit set variable caractéristique, ou grand set. Alors, donc là, on va supposer que, hypothèse, seules les forces de pression travaillent, et puis si j'ai le temps, je généraliserai un petit peu à d'autres choses, peut-être en télé. Seules les forces de pression travaillent. Bon. Alors, c'est ce qu'on a considéré jusque-là. Hein. Dit autrement, c'est la définition des systèmes dits thermoélastiques. Vous n'allez pas connaître cette définition-là, mais bon, dans les livres de thermo, c'est système thermoélastique. Le système n'échange de travail avec l'extérieur que par l'intermédiaire des forces de pression. Bon, on sait, ça je l'avais déjà dit, hein, que l'énergie interne étant une fonction d'état, la variation d'élémentaire du, c'est pareil que pour une transformation réversible entre le même état initial, même état final. Donc je peux dire que c'est delta Q réversible plus delta W réversible. Et delta Q réversible, second principe, je sais que c'est TdS. Et delta W réversible, c'est moins PdV. Alors l'intérêt de cette dernière écriture, c'est que dans ce cas, on relie les différentiels de trois variables d'état, U, S et V. Cette relation, allez, je le réécris entre le début et la fin, DU égale TdS moins PDV. Vous n'avez pas forcément à connaître par cœur cette expression-là, mais disons, il faudrait savoir la retrouver assez rapidement comme moi. Cette expression est forcément toujours vraie puisqu'il s'agit de relation entre trois variables d'état. Donc ça ne dépend pas, par exemple, du fait qu'il s'agisse d'une transformation réversible ou pas. Toujours vrai. CF, 3 variables d'état. Voilà. Alors, entre-temps, j'ai introduit d'autres fonctions d'état,
comme H, par exemple, j'ai dit par définition, j'avais appelé H égale U plus PV. Je vous rappelle que H, c'est aussi très utilisé en chimie, vous allez très rapidement l'utiliser aussi, parce que à pression constante, c'est-à-dire c'est les conditions habituelles de réalisation pour les transformations chimiques, eh bien la chaleur reçue par le système, c'est la variation d'enthalpie. Donc, qu'est-ce qu'on fait en chimie? On mesure directement des quantités de chaleur. On réalise une réaction dans un calorimètre, on mesure une quantité de chaleur en fait. Donc on a accès aux variations d'enthalpie qui sont des fonctions d'état. Et puis après, par calcul, on peut remonter à ce qui a vraiment un sens physique, donc à savoir les variations d'énergie interne. Bon, donc H égale U plus PV. Alors, qu'est-ce que ça nous fait ça? Si j'ai l'expression de DU ici, je peux avoir DH. DH, c'est DU plus D de PV. DU, je l'ai ici, et D de PV, qu'est-ce que c'est? Alors, je détaille peut-être un petit peu. Ça fait DU plus PDV, c'est un produit. Donc, ça ressemble à la dérivation de produits en mathématiques, dérivé de F fois G, c'est F'G plus GF'. Donc, il y a une relation analogue pour les différentiels. PDV plus VdP. Donc, je rentre ça dans l'expression qui est au-dessus. Ça fait DH égale. Donc, vous voyez qu'il y a le terme PDV qui est annulé par celui-ci. Et il se rajoute VdP. Donc, ça nous fait TdS plus VdP. Voilà. Tenez, je vais les souligner à chaque fois que j'ai une relation comme ça, relativement simple. Donc, ça aussi, c'est une relation entre trois fonctions d'état. Donc, ça doit être toujours vrai. On peut toujours l'appliquer. Et attention, là-dedans, la pression, par exemple ici, c'est la pression du système, ce n'est pas la pression de l'extérieur. C'est toujours vrai et c'est la pression du système. Faire attention à ça. Alors, maintenant que je viens d'introduire deux autres variables d'état, deux autres fonctions d'état, je vais faire la même chose. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Donc, je viens de dire F, c'est U moins TS. Essayez en même temps que moi, tenez, essayez de ne pas regarder le tableau. Si vous avez bien compris là, ce que je viens de faire, vous poursuivez, vous calculez DF. Et puis après, bien sûr, vous calculez DG. Et vous vous débrouillez pour qu'il n'y ait plus que deux variables. Ici, il y a S et P. Ici, S et V. Alors, qu'est-ce que ça donne pour F et G? Donc, franchement, faites-le. Si vous avez compris, vous allez le faire aussi bien que moi. Je vais vérifier après coup. Comme ça, vous êtes sûr que vous avez compris l'idée. Voilà. Puis après coup, vous regardez au tableau ce que j'obtiens. Bon, c'est pas compliqué, à chaque fois on rajoute la dérivée, la différentielle d'un produit, on regarde ce qui s'annule. Alors, si on regarde un petit peu les variables qui sont utilisées, comme on a ces relations toutes simples pour l'expression de DU, et DH, DF et DG, ce qu'on dit en général, c'est que S et V, qui sont les variables qui apparaissent ici pour l'énergie interne, ce sont les variables qui sont adaptées à l'énergie interne. Donc c'est souvent assez facile de faire des calculs de DU en utilisant ces variables-là. Pareil, ici, S et P sont les variables adaptées à l'enthalpie. Alors, on voit ici qu'un avantage de l'utilisation de F et G dans les calculs, je vous rappelle que ce sont toutes, je vous rappelle, je ne l'ai pas dit explicitement, ce sont toutes des variables qui ont une signification d'énergie. Donc, pourquoi je sais d'avance que F et G sont bien homogènes à de l'énergie? Parce qu'il y a un théorème de physique qui dit on n'additionne pas des patates et des carottes, ça n'a pas de sens physique. Donc, si j'ai par exemple une expression comme ça, il faut que ça, tout de suite, si on vous demande l'unité de tel ou tel terme, vous devez savoir qu'à chaque fois que vous avez une addition ou une soustraction, ça revient au même, tous les termes de l'égalité, si elle est bonne, bon là vous me faites confiance, elle est bonne, ils ont tous forcément la même dimension. Donc U, énergie, ça veut dire que TdS, c'est une énergie. Alors vous le savez, ça correspond ici à la chaleur. Moins PDV, c'est une énergie, ça correspond au travail. Et bien c'est la même chose pour les autres grandeurs. Si on dit par exemple
F égale U moins TS. Ben, ça veut dire que dans cette égalité, U et F, ils ont la même dimension. Ce sont des énergies. TS, même chose. Hein, et pareil pour G. Puisque F est une énergie, ça intervient dans une égalité avec une addition, un plus, vous avez forcément tous ces termes-là, G, F, PV, qui sont homogènes à une énergie. PV est bien homogène à une énergie. D'ailleurs, dans le cas du gaz parfait, je vous avais montré précisément, gaz parfait monoatomique, U égale 3,5 de PV. Donc c'est bien, tout ça, c'est bien homogène à des énergies. H, U, H, F et G sont homogènes, ont la dimension d'une énergie. Et donc, si dans un calcul, surtout s'il est long, si vous trouvez une expression de F ou G qui n'est pas homogène à l'énergie, c'est que vous êtes trompé quelque part. Hein, donc, déjà, c'est utile de le savoir comme ça. Voilà, donc autre chose, vous voyez que les variables adaptées à l'utilisation de G, c'est pression, température. Alors voilà pourquoi on l'utilise beaucoup en chimie, celle-là. Parce qu'en chimie, la pression est constante, la température est constante. Alors vous allez me dire, dans ce cas, oui, ben, G ne varie jamais. Hein. Et puis si on a pression constante et température constante, si on a juste un gaz enfermé dans un récipient, rien ne va changer, donc ce n'est pas intéressant. Mais en réalité, ce que j'ai démontré, c'est plus général que ça, et c'est adapté au cas où vous avez par exemple une réaction chimique qui se fait dans le système, ou c'est adapté au cas où vous avez un système qui est décomposé en plusieurs parties. Vous avez par exemple un piston mobile dans un récipient, comment va se déplacer le piston en fonction des variations de température, de pression d'un côté et de l'autre, tout ça, c'est aussi, ça doit aussi vérifier les conditions que j'ai exprimées. Oui ? Non, alors je ne fais pas exprès, même si c'est vrai que ça m'arrive de changer, je ne fais pas exprès, c'est le même P partout. Hein. Voilà, depuis le début du cours, P, petit p, grand P, je n'ai jamais fait exprès de changer de typographie. Voilà, c'est la pression. Voilà, donc même énergie, et puis donc en fonction du problème, ça peut être plus intéressant d'utiliser G, parce que vous voyez en chimie, pression constante, température constante, enfin température au moins entre le début et la fin, ça peut être plus pratique à utiliser que directement U, parce que les variables adaptées à U, c'est le volume, qui n'est pas toujours facile à maintenir constant. Par exemple, quand on a un système solide, il se dilate très peu, mais il se dilate inévitablement. C'est difficile de maintenir le volume constant pour un solide, quand vous faites monter la température, par exemple. Et l'autre variable, c'est l'entropie, qui est une variable qui n'est pas directement, qui n'a pas un sens physique évident, enfin qui n'est pas directement mesurable. Voilà. Donc souvent, on fait le détour en chimie, on fait le détour par G, et puis après, une fois qu'on a obtenu la variation de G, qui est directement reliée à des variables expérimentales, on revient par calcul, c'est les formules qu'on appelle formules de Helmholtz, que vous allez voir avec mon collègue de chimie, on revient de G ou de F à la seule énergie qui a vraiment un sens physique, c'est U. Voilà. Donc l'expérience est assez directement reliée en général à F et à G, et après par quelques formules pas trop compliquées, on revient à U. Voilà. Alors, peut-être pour finir, donc, un exemple d'autre chose qu'un gaz. J'ai écrit beaucoup d'équations en admettant que le système pouvait être caractérisé par deux variables, que deux variables suffisaient. Donc, c'était ce qu'on appelle les systèmes divariants. Hein, par exemple, dans un gaz, vous avez une quantité fixée de gaz dans un récipient. Si vous fixez la température et la pression, tout le reste est fixé, hein, ou la température et le volume. Donc c'était un exemple de système divariant. Il y a autre chose que les gaz qui sont dans ce cas-là. Donc je vous donne juste un exemple. Je ne sais pas si on aura le temps de traiter beaucoup de ce genre de trucs en exercice. Alors je le mets en 8. Autre exemple de système divariant. Ouais, donc un autre exemple vraiment tout simple. On prend un fil. Bon, ça peut être en fait aussi une petite barre de fer. Ça peut être un élastique, un caoutchouc. Et on tire dessus, on regarde quelle est sa longueur. Bon, sa longueur, je l'appelle L. Et on tire dessus avec une force qu'on va appeler F, bien sûr. Comme ça.
Voilà, je mets juste la norme F, hein, c'est ça qui m'intéresse. Alors, de combien ça s'allonge ou quelle est la longueur plutôt du fil en fonction de la force? Ben, en général, ça ne suffit pas de dire quelle est la force qui est imposée, parce que si on fait varier la température du fil, eh ben, ça va changer. Donc, il faut a priori préciser la température, c'est un autre paramètre. Donc, température. Alors, si je veux faire quelque chose analogue à ce que j'ai fait pour les gaz, j'ai commencé par écrire DU, la variation d'énergie interne. Donc, c'est TDS. Alors, déjà, j'écris DU, c'est pareil que DU réversible. Donc, je peux écrire delta Q réversible plus delta W réversible. Ça ne dépend pas du système dont je suis en train de parler. Le delta Q réversible, c'est toujours TDS, hein, parce que j'ai dit que c'est un principe général. Hein, le second principe, ça s'applique absolument à tout. Et après, pour le travail reçu par le fil de manière réversible. Alors là, on n'a plus moins PDV, il n'a pas de volume, le fil. Hein. Je suppose que c'est un fil. Un fil de quoi? On ne sait pas, mais c'est un fil, donc il n'y a pas de volume. Par contre, il peut bien recevoir du travail par l'intermédiaire tout bêtement de cette force mécanique. Et alors là, si on dit qu'il s'allonge de dl le fil, eh bien, le travail reçu par le fil, révision de mécanique que vous êtes en train de faire peut-être, quel est le travail élémentaire, delta W, reçu par le fil quand il s'allonge de dl sous l'action de la force F. F fois dl tout simplement. Voilà. Plus F dl, puisque F est orienté vers la droite, donc c'est bien une force, c'est bien un travail moteur, quoi. Hein. Plus F dl. Voilà, donc ici on a une expression de U en fonction de ces deux grandeurs qui sont bien définies à chaque instant du système, ces deux variables d'état que je peux choisir. Voilà. Alors, bon, par analogie avec ce qu'on a écrit pour les gaz, je peux dire que le delta Q réversible, je peux le poser par définition des coefficients calorimétriques. C, capacité calorifique. Je peux dire que delta Q réversible, c'est C dt plus quelque chose qui va dépendre de la force avec laquelle je tire dessus. Donc, plus un coefficient, mettons, je vais appeler K, KdF. Hein. Donc ça va être, si je l'écris comme ça, il va falloir que je précise ici que quand je fais varier la température, c'est à force constante. D'ailleurs, j'ai écrit avec un grand F, je garde grand F. Donc, j'écris C indice F, ça va être la capacité calorifique du fil à force constante. Voilà, c'est l'équivalent du CP, par exemple, à pression constante. Voilà, puis K, c'est un coefficient. Alors, je ne sais pas si je fais bien l'appeler K, parce que j'avais déjà introduit un coefficient K dans les gaz, mais il n'a rien à voir, celui-là. Hein, on peut l'appeler alpha, hein, n'importe quoi. Voilà. Alors, si je veux faire un petit peu comme tout à l'heure sur les gaz, je peux introduire les autres variables d'état, l'analogue des autres variables d'état. Vous aviez par exemple H, je vous rappelle, pour les gaz, vous aviez H égale U plus PV. Alors qu'est-ce qu'on pourrait utiliser ici pour faire l'analogue, hein? Je ne vais pas vous demander je vais pas vous rajouter des expressions à connaître par cœur. C'est juste pour vous donner une idée de la façon dont on peut généraliser tout ce qu'on a écrit. Hein, et puis voir en deuxième année pour s'amuser avec ces nouvelles variables. Donc ici, vous voyez, le terme de travail, c'est plus FDL. Alors que dans le cas des gaz, c'était moins PDV. On avait moins PDV et on avait défini H égale U plus PV. Ça permettait de compenser un des deux termes. Donc ici, l'idée c'est de transformer le U plus PV en U moins F fois L. Donc ici, on va définir, vous allez voir tout de suite ce que ça veut dire, on va dire que H, par définition, ça va être U moins FL. Qu'est-ce que ça donne dans ce cas-là? Ben, ça donne DH égale DU moins FDL moins L DF. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner DH égale TDS. Le FDL va venir annuler celui-là, moins FDL,
plus FdL. Et donc, il reste TdS moins L dF. Voilà. En fait, mathématiquement, ce genre de transformation, le passage d'une variable comme U à la variable comme H, par ce genre de transformation, mathématiquement, ça s'appelle une transformation de Legendre. Et donc, il y a des propriétés générales pour ces transformations qui sont bien étudiées par les mathématiciens. Voilà, si je veux définir un truc analogue à G, je vais dire que de même, je vais poser G égale U moins FL moins TS. Et donc, ça va nous donner DG égale moins S dt moins L dF. Bon, vérifiez-le doucement chez vous. Et vous voyez qu'ici, finalement, on s'est ramené, un petit peu comme dans le cas des gaz, on s'est ramené à deux variables qu'on peut assez facilement contrôler. On ne peut pas imposer facilement la longueur du film dans une situation comme ça. Par contre, on peut facilement imposer la température extérieure, donc la température du système à l'équilibre, et puis la force avec laquelle on tire dessus. Voilà. Comme c'est une variable d'état, ce G, tiens, je ne l'ai pas écrit dans le cas des gaz, on peut l'écrire ici. J'écris explicitement, mathématiquement, le fait que c'est une variable d'état. Comment ça s'écrit? Bien, une conséquence mathématique du fait que c'est une variable d'état, je vous rappelle, comme ça vous fait réviser en même temps, les dérivées croisées sont égales. Théorème de Schwartz en mathématiques, vous verrez plus tard. Donc la dérivée de moins S par rapport à F, c'est pareil que la dérivée de moins L par rapport à T. Voilà, donc je l'applique. Alors cette relation, les matheux, ils s'appellent ça théorème de Schwartz. Et quand on dit théorème de Schwartz, alors en fait le théorème de Schwartz, ça dit que si les dérivées secondes, dérivées partielles secondes, sont continues au point où on fait ce calcul, alors je peux intervertir l'ordre des dérivations. Donc il y a une condition derrière, mais nous en physique on ne s'embête pas avec ça parce qu'on dit, en fait en physique toutes les fonctions sont infiniment dérivables. Hein, on ne s'embête pas avec les quelques cas particuliers qui pourraient exister. Donc, en physique, on appelle ça, au lieu de dire théorème de Schwartz, en fait, souvent on dit relation de Maxwell. C'est la même chose. Je vous donne quand même le nom parce que vous pourriez voir ça dans des bouquins. Donc, théorème de Schwartz. Alors, je ne sais jamais s'il y a un T parce qu'il se trouve qu'il y a deux grands mathématiciens qui s'appellent Schwartz. Hein, il y en a un du XXe siècle et puis celui-là, il est du XIXe. Ça date quand même ça. Donc, théorème de Schwartz ou relation de Maxwell. Maxwell, donc physicien du 19e, on ne vous a pas trop encore parlé de lui, je pense, et en deuxième année, vous allez voir pas mal. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous donne que la dérivée de moins S par rapport à F à température constante, c'est la même chose que la dérivée de moins L par rapport à T en maintenant la force constante. Tiens, je vais le réécrire en haut. Et puis on regarde tout de suite ce que ça veut dire concrètement. Ça doit être vrai puisque G est une fonction d'état. Donc ça nous donne, en enlevant les signes moins là, qui sont un peu désagréables à gauche et à droite, ça nous fait d rond S sur d rond F à T constante égale d rond L sur d rond T à F constante. Voilà une relation qui doit être vraie. À chaque fois qu'on a une relation de Maxwell, comme ça, forcément c'est vrai, et derrière, il y a quelque chose de physique. Il y a une relation physique, alors qu'on connaît à l'avance ou qu'on ne connaît pas, mais ça doit être vrai. Alors, à chaque fois, au cas par cas, on peut aller chercher après coup, finalement, qu'est-ce qu'on a démontré physiquement avec ça. Alors, ce n'est pas toujours évident. Mais là, par exemple, si regardez le terme de droite, d rond L sur d rond T, à votre avis, prenez par exemple une barre, mettons que c'est une barre de fer. De métal. Donc, exemple. Barre métallique. Alors, je vais dire que ça, c'est le terme 2. Et ça, c'est le terme 1. Qu'est-ce qu'on peut dire du terme 2? À votre avis, est-ce qu'il est positif ou négatif? Il suffit de se rappeler de ce que c'est que LTF, donc température. D rond L sur D rond T, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la dérivée de la longueur par rapport à la température. À votre avis, prenez une barre de fer.
Est-ce que le terme de droite, terme 2, est-ce qu'il est positif ou négatif et pourquoi? Ça correspond à quel phénomène physique concret? Là, il est simple, le phénomène. C'est voilà, c'est ce qu'on appelle la dilatation thermique. Vous savez bien que les rails de chemin de fer, par exemple, se dilatent au soleil. Hein, je ne sais pas si on vous a déjà parlé de ça. Pourquoi est-ce que quand vous êtes en train, et encore, c'était quand j'étais petit, on l'entendait beaucoup plus fort, si vous êtes en train, vous entendez forcément de temps en temps qu'il y a des coupures entre les rails. À quoi elles servent ces coupures? Ben, elles servent à prévoir les cas de dilatation. Au soleil, si le soleil tape fort, les rails qui sont assez longs, ils vont se dilater d'une longueur appréciable, tout à fait mesurable, de l'ordre de quelques centimètres. Donc il va falloir prévoir l'écart entre deux rails. Hein. Quand il fait froid, les rails doivent être relativement écartés parce qu'il faut prévoir le cas où il y a une dilatation thermique. Hein. Donc il ne faut pas que les rails viennent buter l'un sur l'autre, sinon bien sûr, ce qu'on appelle phénomène de flambage en mécanique, hop, le rail va se tordre assez brutalement hein, et aléatoirement hein, en direction. Donc voilà, pour une barre métallique, quand on chauffe à force constante, c'est-à-dire si on tire toujours de la même façon dessus, quand on chauffe, ben la barre va se détendre. Donc le terme de droite, il est positif. Hein, ça, c'est la dilatation thermique des métaux. Ça veut dire que le terme de gauche, il doit être aussi positif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le terme de gauche ici? Terme de gauche, ben, je vous rappelle, une façon d'interpréter l'entropie, c'est le désordre. Le terme de gauche est positif. Ça veut dire que quand on tire dessus, F augmente, S doit augmenter. Autrement dit, le désordre augmente. Le désordre augmente quand on tire sur la barre. J'écris donc 1. Donc ça, c'est la dilatation thermique. Voilà, 1 supérieur à 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le désordre augmente. Et après, on peut se demander est-ce que c'est normal ou pas. Au niveau microscopique, en tout cas, le désordre doit augmenter. Le désordre augmente quand on tire sur la barre. Alors, vous n'avez pas fait trop de résistance des matériaux, de physique du solide, etc. Mais vous savez peut-être dans un cristal, hein, les métaux, en fait, c'est des sortes de cristaux. Hein, vous avez des atomes qui sont régulièrement arrangés, puis vous avez des électrons autour. Si vous avez au départ, si vous avez des atomes qui sont bien empilés, bien arrangés dans le métal qui est tranquille, eh bien, vous tirez dessus. Qu'est-ce qui se passe quand on tire? Quand on tire, ben, vous allez créer ce qu'on appelle par endroits, vous allez créer des dislocations, c'est-à-dire des perturbations de l'ordre. Hein. Voilà, il y a des atomes qui vont changer de place, l'un un petit peu sur la gauche, l'autre un petit peu sur le haut, sur la droite, etc. Dislocation. Donc voilà, après coup, l'interprétation microscopique. Alors, ce qui est intéressant dans des équations comme ça, c'est quand ce n'est pas prévisible, hein, ou quand on s'y attend pas. Alors, il se trouve par exemple que si vous faites la même expérience, mais avec un fil de caoutchouc, ça fait exactement l'inverse. Alors, j'écris ça, puis on s'arrête là. Exemple. Je crois que ça s'écrit comme ça, tiens, j'ai un doute. Eh bien, pour un fil de caoutchouc, si vous le chauffez, alors que vous le tirez toujours avec la même force, vous le chauffez, il se raidit. Donc, le terme de droite, il est négatif. Donc, alors F constante, si on le chauffe, alors sa longueur diminue. Voilà, c'est assez surprenant, mais ça marche. Hein. Vous pouvez vérifier assez facilement chez vous. Donc, ça veut dire que le terme 2, il est négatif. Donc ça veut dire aussi que le terme 1 est négatif. Et ça veut dire donc que l'ordre augmente. Et là, c'est assez simple. Enfin, bon, je vais vous expliquer simplement d'où ça vient. Ça veut dire que l'ordre augmente. Quand on tire sur le fil, sur l'élastique, quand on tire dessus. Alors pourquoi? Parce que vous savez sûrement qu'est-ce que c'est en fait du caoutchouc. Qu'est-ce qu'il y a au niveau microscopique dans le caoutchouc? Est-ce qu'on peut considérer que c'est des atomes qui sont alignés comme ça?
c'est des molécules qu'on appelle des polymères. Vous savez, en seconde, je ne sais pas en quelle classe on apprend les polymères, mais vous avez entendu parler des polymères en chimie. Hein, voilà. Donc les caoutchoucs, c'est des polymères. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe quand vous avez du caoutchouc? Au départ, vous avez des sortes de fils, c'est des molécules qui comportent peut-être 10 000 monomères, 100 000, hein, un nombre extrêmement grand, et qui sont un petit peu entrelacés dans tous les sens. Ben, quand vous tirez dessus, ben, ils ont tendance à s'aligner en fait ces fils-là. Voilà. On ne fait pas ça en chimie. Voilà. Donc ça c'est voilà. Vous tirez dessus, ces fils qui étaient bien enchevêtrés, ils ont tendance à s'aligner. L'ordre augmente. Voilà. Alignement des polymères. Voilà, donc comme ça, pour terminer cette première partie de thermo, vous avez vu juste un aperçu de ce qu'on peut faire ailleurs que dans les gaz. La thermo, ce n'est pas que les gaz, hein. Ça concerne un petit peu tout. C'est l'heure ou je me trompe? C'est l'heure. Hein. Voilà, bon, ben, je vous remercie.